RDC-Rwanda. Pourquoi l'accord de Washington ne freinera pas la guerre du M23 AFC de Kagame? Alors que la RDC et le Rwanda ont signé à Washington un nouvel accord de paix, salué par certains comme une avancée diplomatique, les tirs et les morts se poursuivent dans le sud Kivu. Les populations fuient, les combats font rage et les rebelles de l'AFC M23 n'ont pas cessé d'attaquer, bien au contraire. À travers cette analyse, nous dévoilons pourquoi cet accord, largement symbolique, n'est ni un tournant vers la paix, ni une rupture avec le passé. En réalité, il démontre une nouvelle fois que Paul Kagame ne respecte jamais ses engagements et que seule une FARDC renforcée et soutenue par les patriotes Wazalendo peut garantir la souveraineté congolaise. Le vendredi 27 juin dernier, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé à Washington un accord de paix présenté comme un pas vers la résolution de la crise qui ravage l'Est de la RDC depuis des décennies. Un accord qui, sur le papier, engageait les parties à respecter la souveraineté nationale, à collaborer pour mettre fin aux violences et à garantir un cadre de coopération régionale sur les questions sécuritaires et économiques. Mais à peine l'encre de la signature séchée que le grondement des armes a repris dans les provinces meurtries du sud Kivu. À Kanyola, à Minembwe, à Kamisimbi, les civils fuient encore, les cadavres jonchent les chemins et les rebelles de l'AFC M23 poursuivent leur expansion meurtrière. Dès le lendemain de la signature, des affrontements ont opposé les combattants du groupe rebelle au courageux front des Wazalendo, ces résistants congolais venus prêter main forte à l'armée régulière. À la stupeur des habitants, les M23 n'ont pas reculé. Ils ont avancé, attaqué et provoqué une nouvelle vague de déplacement des populations. Un habitant de Kanyola, cité dans le reportage de DW, confie sa détresse. On se demande quel accord on a signé. C'est un accord pour la progression du M23 ou pour l'évolution de la guerre? Cette question glaçante résume l'indignation d'un peuple une fois de plus sacrifié sur l'autel de la diplomatie de façade. En réalité, cet accord de Washington ne traite que superficiellement les véritables causes de la guerre. Il évite soigneusement de nommer l'ennemi, l'AFC M23, bras armés du régime rwandais de Paul Kagame. Il passe sous silence le fait que ces groupes armés ne sont pas des entités isolées, mais des prolongements directs de la politique expansionniste de Kigali. En feignant d'ignorer cette réalité, les rédacteurs de l'accord en sapent eux-mêmes la portée. Ce n'est pas un oubli, c'est une stratégie. Diluer les responsabilités pour faire croire à un espoir de paix, alors que les faits sur le terrain prouvent le contraire. Le professeur Nkerin Tanda, de l'université de Kinshasa, ne s'y trompe pas. Selon lui, c'était contradictoire de vouloir signer un accord sur des minerais qui se trouvent dans une région contrôlée par deux mouvements qui sont exclus de l'accord. Il met le doigt sur le cœur du problème. L'obsession internationale pour les ressources du Congo, coltan, or, cassitérite, passe avant la vérité, la justice et la dignité du peuple congolais. Le M23 et son avatar politique, l'AFC, ne sont pas des interlocuteurs légitimes, mais des instruments dans la stratégie rwandaise de prédation territoriale. Ignorer cela, c'est capituler face à Kagame. Ce dernier, fidèle à ses habitudes, continue de jouer sur plusieurs tableaux. Officiellement, Kigali affirme soutenir la paix. En pratique, ses troupes, les RDF, restent engagées aux côtés du M23, organisant la logistique, les munitions et parfois même les frappes directes contre les positions FARDC. Depuis 1996, Paul Kagame n'a jamais respecté un seul accord de paix signé avec la RDC. Il signe,
gagne du temps, réarme, relance l'offensive. C'est une mécanique bien huilée, un cycle de guerre, de discours pacifistes, de violations et de nouveaux massacres. Pourquoi croire que cette fois-ci serait différente? L'histoire récente en témoigne. De l'accord de Lusaka, 1999, à celui de Nairobi, 1013, en passant par les processus de Kampala et de Luanda, toutes les tentatives de normalisation ont été sabotées par Kigali, et toujours avec les mêmes techniques. D'un côté, l'affichage diplomatique, de l'autre, l'agression militaire. Chaque cessez-le-feu est l'occasion d'un réarmement discret. Chaque table de négociation, une tribune de propagande. Pendant que les Congolais négocient, Kagame infiltre, recrute, attaque. Cette duplicité est la marque de fabrique de son régime. L'accord de Washington ne fait pas exception. Il a été négocié sous pression, notamment des États-Unis, soucieux de calmer les tensions dans une région où les intérêts géostratégiques se croisent. Les minerais de la RDC sont au cœur des nouvelles rivalités mondiales. Batteries, électronique, armement. Mais ce qui a été signé ne répond pas à la réalité du terrain. Il s'agit d'un texte juridico-diplomatique, écrit dans le style complexe des instruments américains, comme le souligne l'universitaire Charles Kambanda. Sa formulation volontairement floue permet toutes les interprétations et surtout les contournements. Le M23 n'y est quasiment pas cité. Et pour cause, reconnaître son rôle, c'est désigner Kigali. Et cela, l'Occident n'ose pas encore l'assumer pleinement. Dans les villages du Sud Kivu, cette hypocrisie coûte des vies. À Minembwe, les combats entre les rebelles et les forces loyalistes ont entraîné la fuite de milliers de personnes. À Bukavu, à 20 km de Kamisimbi, la panique est palpable. Les populations, déjà marquées par des décennies de guerre, n'ont plus foi en la parole diplomatique. Elles voient les FARDC et les Wazalendo se battre, seuls, sans appui réel de la communauté internationale. Pourtant, ces forces patriotiques tiennent bon, malgré le manque de moyens, malgré les trahisons internes et les infiltrations. Elles défendent chaque colline, chaque sentier, chaque village. L'unité entre FARDC et Wazalendo est aujourd'hui la clé de la résistance congolaise. Là où les élites hésitent, le peuple combat. Là où les chancelleries tergiversent, les combattants populaires avancent. Ils ne sont pas une milice, mais une force de libération. Ce sont des pères de famille, des jeunes diplômés, des anciens soldats, tous unis par un seul objectif, libérer leurs terres. Contrairement aux rebelles du M23, ils ne sont pas financés par une puissance étrangère. Leur moteur, c'est la justice. Leur arme, c'est la foi en une RDC souveraine. Et cette foi commence à produire des résultats. À Walungu, plusieurs offensives Wazalendo ont repoussé l'ennemi. À Fizi, les FARDC ont rétabli une ligne défensive solide. La population commence à comprendre que la solution ne viendra pas de Washington, mais de Kinshasa. Le président Félix Tshisekedi, lucide, mise à la fois sur le dialogue et sur le renforcement de l'armée. Il sait que l'un ne va pas sans l'autre. La paix ne se décrète pas, elle se conquiert. C'est pourquoi il est essentiel que la communauté congolaise, en RDC comme dans la diaspora, soutienne les réformes en cours. Le nettoyage des forces armées, le démantèlement des réseaux kabylistes infiltrés dans les institutions. La coopération avec les pays amis comme le Burundi ou l'Afrique du Sud, tout cela va dans le bon sens. Il faut une armée moderne, bien équipée, motivée, débarrassée des traîtres et des corrompus. Tshisekedi l'a compris, et c'est ce qui rend furieux ses ennemis, à Kigali comme à Lubumbashi. Joseph Kabila, lui aussi, porte une lourde part de responsabilité dans cette crise.
Pendant ses 18 années au pouvoir, il a ouvert la porte à l'influence rwandaise, affaibli l'armée, bradé les ressources. Aujourd'hui, certains de ses proches pactisent encore avec l'ennemi. Le retour à la souveraineté passe aussi par la justice. Il est temps de rendre des comptes, d'exposer les traîtres, de récupérer ce qui a été volé au peuple. Le peuple congolais, lui, a déjà tranché. Il veut la paix, mais pas au prix de l'humiliation. Il veut la réconciliation, mais pas avec les bourreaux. Il veut la diplomatie, mais sans renoncer à l'honneur. L'accord de Washington, s'il peut servir de tremplin, ne doit pas devenir un piège. Le danger, c'est de croire qu'un document signé suffit à changer les rapports de force. La vraie paix ne viendra que lorsque les RDF auront quitté chaque mètre carré du Congo, que le M23 aura été dissous, que les minerais seront exploités pour les Congolais, par les Congolais. Il est temps d'ouvrir les yeux. Paul Kagame est affaibli, isolé, les scandales s'accumulent, les voix dissidentes s'élèvent même au sein du Rwanda. L'arrestation de Victoire Ingabire, la répression des journalistes, les mensonges d'État, tout cela montre que le régime touche à sa fin. Le moment est venu pour l'Afrique de tourner la page des dictateurs imposés par les intérêts étrangers. Tshisekedi incarne cette nouvelle ère, celle de la souveraineté, du dialogue entre égaux, de la dignité retrouvée. Alors, à la question posée par ce citoyen de Cagnola, quel accord avons-nous signé? La réponse est simple. Un accord fragile, ambigu, insuffisant. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est qu'un épisode. Car la vraie bataille, celle pour la souveraineté du Congo, est en cours. Et cette fois, elle sera gagnée. Avec cet accord de Washington, déjà fragilisé par l'absence de résultats concrets sur le terrain, une réalité crue s'impose. Aucune paix durable ne peut émerger si les véritables architectes de la guerre restent impunis, et si les acteurs centraux du conflit, comme le M23AFC et leurs parrains de Kigali, ne sont ni nommés ni sanctionnés. Dans ce silence diplomatique sur l'identité de l'agresseur, beaucoup lisent une complicité passive de certaines puissances internationales, plus préoccupées par la sécurisation de leur accès aux minerais stratégiques que par la souffrance de millions de Congolais. Il faut le répéter avec insistance. Tant que Kagame sera traité comme un interlocuteur légitime, il continuera à instrumentaliser la diplomatie pour masquer ses crimes. Le Rwanda n'est pas un arbitre du conflit. C'est une partie prenante, un acteur belligérant qui a envoyé ses troupes sous couvert de rébellion, monté de fausses négociations à Nairobi ou Luanda, et infiltré des agents dans l'administration congolaise sous Kabila. Ce que Kagame veut, ce n'est pas la paix, mais la domination. Il cherche à maintenir une instabilité chronique dans l'est de la RDC pour faciliter l'extraction illégale des minerais au profit de son régime et de ses partenaires internationaux. Or, il faut saluer ici la nouvelle orientation donnée par Félix Tshisekedi. Le chef de l'État a compris qu'aucune paix durable ne sera possible, tant que l'on n'affronte pas frontalement le double fléau du néocolonialisme économique et des ingérences militaires. Contrairement à son prédécesseur, Tshisekedi n'a jamais cédé à la pression rwandaise. Il a renforcé les liens avec le Burundi, misé sur la coopération avec les patriotes congolais comme les Wazalendo et placé la réforme des FARDC au cœur de son programme sécuritaire. Il a aussi engagé des efforts diplomatiques majeurs pour faire entendre la voix de la RDC sur la scène internationale, obtenant une reconnaissance grandissante pour ses initiatives de paix. Mais ces efforts doivent être consolidés par des actes. Et cela commence par la rupture totale avec les ambiguïtés du passé. Les accords flous, les promesses non tenues, les dialogues manipulés ont trop coûté au peuple congolais.
Il est temps de faire de la vérité une base non négociable. La vérité, c'est que Kagame est un fauteur de guerre en série, qu'il a utilisé le génocide de 1994 comme un bouclier moral pour justifier ses aventures militaires dans toute la région des Grands Lacs, qu'il a pillé le Kivu, orchestré des assassinats ciblés et installé une économie mafieuse au service de son clan. La vérité, c'est aussi que le M23 n'est pas un mouvement rebelle congolais spontané, mais une création stratégique du régime rwandais, dirigé et financé depuis Kigali. Les prétendus commandants du M23 n'ont aucune légitimité au sein du peuple congolais. Ils ne représentent que la continuité d'un plan d'occupation militaire déguisé. Leur refus de respecter les accords, même les plus récents comme celui de Washington, prouve leur mépris total pour les mécanismes internationaux. Ils ne veulent pas la paix. Ils veulent imposer un rapport de force, dicté par Kigali, sur une partie du territoire congolais. Face à cela, l'engagement des FARDC et des Wazalendo prend une signification héroïque. Sur des terrains hostiles, sans soutien logistique comparable à celui des RDF M23, ils se battent avec acharnement. Ils tiennent la ligne de front, protègent les civils, refusent de céder 1 mètre carré à l'ennemi. Chaque village repris est une victoire de la résistance patriotique. Chaque sabotage d'une colonne ennemie est un pas vers la libération nationale. Et chaque jour qui passe, leur courage inspire de nouvelles vocations parmi les jeunes Congolais. Mais il faut aller plus loin. La guerre de l'Est ne se gagnera pas uniquement par les armes. Elle se gagnera aussi par l'éducation, par la mobilisation de la diaspora, par la lutte contre la corruption, par une diplomatie offensive. Elle se gagnera en exposant au monde les mensonges du régime de Kagame, en dénonçant son double langage, en prouvant, documents et preuves à l'appui, que le Rwanda exploite les ressources du Congo dans une logique de prédation néocoloniale, en portant la voix des victimes devant les instances internationales afin que justice soit faite. Dans cette lutte, les Congolais ne sont pas seuls. Des voix courageuses, y compris au Rwanda, commencent à s'élever contre la dictature de Paul Kagame. Des exilés politiques, des journalistes, des militants des droits humains paient le prix fort pour dénoncer les crimes du régime. L'arrestation brutale de Victoire Ingabire, les menaces contre Denise Zaneza, les tortures rapportées par Samuel Baker Biansi, tout cela démontre la peur panique qui s'installe au sommet de l'État rwandais. Un régime qui en est réduit à traquer ses opposants à l'étranger est un régime à l'agonie. Le rôle de la diaspora congolaise devient dès lors crucial. Elle doit investir les médias, interpeller les chancelleries, organiser des campagnes de plaidoyer pour faire pression sur les décideurs internationaux. Elle doit soutenir financièrement les combattants patriotes sur le terrain, appuyer les actions sociales dans les zones sinistrées et maintenir la flamme de l'unité nationale. Ce n'est pas le moment de se diviser, ni de se résigner. C'est le moment de résister. Car ce que traverse aujourd'hui la RDC dépasse le simple enjeu territorial. Il s'agit d'un test historique pour l'Afrique entière. Si le Congo parvient à se libérer de l'emprise de Kagame et de ses alliés, c'est toute l'Afrique centrale qui gagnera en souveraineté. Les autres pays victimes d'agressions larvées, de pillages déguisés, de manipulations ethniques verront qu'il est possible de dire non, de refuser l'humiliation, de se relever. À l'inverse, si le M23 consolide ses positions, si les RDF restent présents, si l'accord de Washington est instrumentalisé comme les précédents, alors ce sera un signal d'échec. Un signal que la paix n'est qu'une façade, que la diplomatie est un théâtre et que la violence continue de régner en maître dans l'est du Congo. Mais tout n'est pas perdu, car jamais auparavant, les lignes n'avaient autant bougé.
Jamais un président congolais n'avait autant misé sur la transparence, la réforme, la souveraineté. Jamais les patriotes n'avaient été aussi nombreux à se lever pour dire assez. Ce sursaut national, nourri par la douleur, la colère, mais aussi l'espoir, est la meilleure garantie que cette guerre sera la dernière. Et cela, Kagame le sait. C'est pour cela qu'il multiplie les manœuvres, feint la maladie, retarde les échéances, fomente des provocations. Il sait que le vent tourne. Il sait que les temps ont changé. Il sait que l'Afrique n'est plus prête à se laisser dicter sa marche. Et il sait surtout que la RDC d'aujourd'hui n'est plus celle qu'il manipulait à travers ses pions au temps de Kabila. Félix Tshisekedi, en tournant le dos aux compromissions, a ouvert un chemin. Un chemin semé d'embûches, mais porteur de justice. À ses côtés, l'armée, les résistants Wazalendo, les diplomates engagés comme Thérèse Kayikwamba et les millions de Congolais debout forment un front inébranlable. Ensemble, ils construisent la nouvelle RDC. Une RDC libre, digne, invincible. Et cette RDC-là, ni Kagame, ni Kabila, ni aucun pacte occulte ne pourront l'arrêter.